Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue au Café du vendredi 17 mars. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, plutôt que de vous parler des produits directement, j'ai le goût de vous parler des valeurs de NAC, puis du côté surtout qui est éco-responsable, parce que quand vous choisissez NAC, vous choisissez pas seulement votre prochain allié pour vos longues courses, vos longs entraînements, vous choisissez aussi une marque qui a les valeurs à la bonne place et où les bottines suivent les babines. Première chose, nutrition éco-responsable. C'est fait avec des protéines durables, des ingrédients naturels, c'est des barres qui ont une faible empreinte carbone, puis tout ça sans compromis sur la performance. Quand on parle de la protéine de grillon, c'est la source de protéines complète la plus éco-responsable qui existe. Puis quand on parle des produits à base de plantes, l'empreinte carbone est beaucoup plus basse parce que c'est des protéines de soya, de pois. On a quelque chose qui est complètement ailleurs versus des protéines animales. Autre chose, c'est des produits qui sont fabriqués localement au Canada. Puis ça, c'est important, empreinte carbone qui diminue, notamment parce que les produits sont faits ici et non ailleurs, moins de transport, vous comprenez la game. Donc ça, c'est des raisons qui, selon moi, s'ajoutent au fait qu'ils ont les meilleurs produits d'endurance sur le marché, que quand on consomme du NAC, quand on achète du NAC, on sait qu'on encourage une entreprise qui a les valeurs à la bonne place, puis que notre empreinte carbone est diminuée versus d'autres produits qui existent sur le marché. Si tu veux essayer ça, va sur le nacbois.com, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais sur ta première commande. C'est le PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Je le sais, j'ai complètement échoué ma tentative de pause de podcast. Ceux qui me suivent sur les médias sociaux avec Pas sorti du bois, vous le savez, en début de semaine, j'ai annoncé que de un, mon petit gars était né. Donc tout a super bien été. La maman a fait ça comme une pro. Le petit est en santé. Tout le monde va bien. On est de retour à la maison. Ça fait maintenant une semaine qu'il est né. Tout se passe vraiment bien. Puis on apprivoise tranquillement cette nouvelle vie à trois. Il m'accompagne pour l'enregistrement. Il est tout près de moi. C'est vraiment un beau trip. Puis, c'est ça, en début de semaine, j'avais annoncé, posez-vous pas de questions s'il n'y a pas d'épisode ce mercredi. Je prends une petite pause de quelques semaines du podcast, vous comprendrez pourquoi. Puis, vous le savez, c'est prenant ce projet-là, puis j'adore le faire, je le fais avec passion, mais c'est beaucoup d'heures. Puis là, je suis en congé de paternité du travail. On a cette nouvelle vie-là avec un petit bébé. C'est beaucoup de nouvelles affaires. Fait que je m'étais dit, je mets le podcast sur la glace, sachant le temps que ça peut me prendre dans une semaine habituellement. Ce n'était que partie remise, je sais que je vais revenir, il n'y a pas de question là-dessus, mais ça prend une petite pause des fois. Puis là, j'ai complètement échoué. On est vendredi, l'épisode d'habitude paraît le mercredi, vendredi, surprise, un nouvel épisode. En fait, ça s'est fait dans le dernier, je dirais, 10 heures, ce concept-là du café du vendredi. En fait, je suivais à la Barclay depuis une couple de jours, la Barclay Marathon qui se tenait au Tennessee, une course mythique qui est toujours le fun à suivre parce qu'on le fait. On la suit à travers des tweets et quelques posts Instagram de quelques chanceux qui ont le droit de communiquer sur ce qui se passe pendant cette course-là. Puis, je suivais ça, puis je capotais, puis j'avais comme le goût de le partager. Puis il y avait plein de monde qui m'écrivait, des gens de la communauté, des auditeurs, des auditrices de Pas sorti du bois qui m'écrivaient, qui capotaient. On s'échangeait. « Hey, t'as-tu vu? Tel vient de finir, tel lot, puis blablabla. » Puis c'était un méchant beau trip. Puis, le hamster est parti, puis je me suis dit, y a-t-il un moyen que je peux, pendant un temps, le temps que ça prendra, avoir un nouveau concept d'épisode, quelque chose qui me prendrait moins de temps, mais qui serait sympathique, qui conserverait ce lien-là fort entre le podcast et sa communauté, le podcast et la communauté trail, mais quelque chose qui est un peu différent, puis c'est comme ça que l'idée du café du vendredi est arrivée. On va sortir ça, je sais pas si ça va être chaque vendredi, des fois ça sera peut-être des cafés du mardi ou du dimanche, peu importe, mais c'est un format très court d'épisode. Je vais viser la quinzaine de minutes, 20 peut-être. C'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé par le passé, mais c'était pas arrivé. Mais l'idée du format court, sorte de revue de la semaine, une sorte de tour d'horizon de qu'est-ce qui s'est passé dans notre communauté, que ce soit au Québec ou à l'international, qu'est-ce qui s'est passé en termes de résultats de course,
à l'international, oui, mais nos Québécois qui font des courses. En termes d'annonces, nos courses au Québec font des belles annonces semaine après semaine. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans notre communauté, peu importe le moment de l'année. Puis je me suis dit, ça serait vraiment le fun d'avoir un format court d'épisode où on fait un genre de tour d'horizon. Donc on s'éloigne du concept habituel qui est des entrevues de fond, décontractées, sans prétention avec des invités. On s'éloigne un peu de ça. On va y revenir, je vous rassure, c'est ce que je préfère faire. Mais créons quelque chose de sympathique. Puis c'est ce qui est fun avec Pas sorti du bois. J'ai pas d'attache avec personne, donc je peux adapter les concepts, tenter des nouvelles affaires. Vous avez entendu des épisodes autour du feu, des épisodes questions-réponses, des jasettes de geek avec Nicolas Dan. Là, c'est le café du vendredi. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai le goût de m'amuser avec ça. Puis j'ai bien hâte d'avoir votre feedback. Vous m'écrirez après la diffusion, après l'écoute. Si vous avez aimé ça, le café du vendredi, ce format court où on va couvrir rapidement des choses qui se sont passées dans notre communauté. Bon, la Barkley, vous la connaissez cette course-là, j'en ai parlé souvent. J'entrerai pas dans le détail de ce qu'est la Barkley. C'est une boucherie, c'est une course où, dans l'histoire, il y a eu 15 finishers. 15 finishers seulement. C'est complètement fou. Ça fait des années que ça existe. Le premier finisher en 95, aujourd'hui on est en 2023. Il y a eu 15 personnes qui l'ont terminé. 2 là-dedans l'ont terminé plusieurs fois, mais c'est 15 êtres humains qui l'ont terminé. Retournez à l'épisode que j'ai fait avec Alexis Berg, le célèbre photographe. On était entré en détail sur la Barkley parce qu'il venait tout juste de sortir son livre et son documentaire « Les finisseurs » qui plongeait sur ces athlètes-là, ces hommes-là dans ce cas-ci, qui ont terminé l'infâme Barkley. Et là, ça a été une édition historique, épique, comme d'habitude, mais là, Alexis Berg va devoir ajouter 3 nouveaux finisseurs à son livre, 3 nouveaux finisseurs à son documentaire, parce qu'on n'a pas eu 1 ni 2, mais 3 personnes qui ont terminé la course, dont 2 que c'était la première fois, dont 1 que c'était la première fois qu'il essayait la Barkley. Lazarus Lake, comme d'habitude, crée une course qui est complètement folle, extrêmement difficile à terminer, 5 boucles à compléter, dans du gros bushwhack, là, oubliez les sentiers balisés, là, c'est de l'orientation, c'est quasiment en autonomie sur un parcours qui est immense, il y aurait un point d'eau, puis c'est à peu près tout, dans un territoire extrêmement hostile, et là, d'habitude à ce moment-ci de l'année, la température est vraiment pas clémente, et je pense qu'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui on a 3 finisseurs, c'est le fait qui faisait extrêmement beau. La météo était du côté des athlètes, donc ça l'a pu aider, mais ça reste une boucherie qui est extrêmement, extrêmement difficile à compléter. Écoutez, Aurélien Sanchez, 16e finisher, le gagnant de cette édition-là, le premier des 3 à avoir franchi la ligne d'arrivée, à avoir complété ces 5 boucles-là. Faut le faire en moins de 60 heures. Et écoutez, Aurélien, le premier Français d'ailleurs à remporter ou à terminer la Barkley, il a fait ça en 58h23, suivi de John Kelly, qui, lui, a fait ça en 58h42, donc 19 minutes derrière Aurélien. John Kelly, c'était la dernière personne à avoir terminé la Barkley et ça remontait à 2017. Donc, depuis 2017, personne n'avait terminé la Barkley. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un documentaire avec Gary Robbins, le coureur canadien, qui se préparait pour tenter de terminer la Barkley. Il avait terminé quelques secondes après la barrière horaire des 60 heures. Mais dans ce documentaire-là, on voyait aussi John Kelly qui, en 2016, avait abandonné et qui, en 2017, lui, contrairement à Gary Robbins, avait réussi à traverser la ligne d'arrivée. Dans son cas, c'était 59h30 en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. Aucun finisseur à la Barkley. Et là, John Kelly remet ça. Il devient seulement la 3e personne à compléter la Barkley plus d'une fois. C'est vraiment le fun comme histoire parce que John Kelly, non seulement c'est un extrêmement bon coureur, mais c'est un gars qui vient du Tennessee, il vient de ce coin de pays-là. Donc c'est le homeboy, le gars local. Donc c'est le fun de le voir finir ici. 58h42, solide chrono. Et là, ceux qui ont écouté l'épisode avec Alexis Berg, puis si vous ne l'avez pas écouté, je vous incite à aller l'écouter et peut-être à revenir à cet épisode-ci. Mais l'année passée, il y avait une belle histoire. Il y a Karel Saab. Karel Saab, c'est un coureur belge qui avait fait tourner les têtes parce qu'il avait battu le record de vitesse, donc le FKT de l'Appalachian Trail et du Pacific Crest Trail, des records qui étaient détenus par des légendes de l'Ultra Trail. Lui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Le monde ne l'attendait pas trop. On ne savait pas c'était qui Karel Saab. Il essaye ce FKT-là, fracasse des records. Ensuite, il s'est mis à faire des backyards. Puis jusqu'à tout récemment, mais c'est lui qui avait le record du monde de la backyard. Il avait fait 75 tours, donc un 502
km. Donc, c'est un gars qui a ses street cred de plein de façons dans le trail. Mais là, la Barkley, ça faisait 2 fois qu'il l'essayait. Ça faisait 2 fois qu'il faisait la Fun Run. Donc, Lazarus Lake, le fondateur, il appelle la Fun Run quand tu complètes 3 boucles. Mais on s'entend que pour être finisher, il faut compléter les 5. L'année passée, c'était rendu sur la 4e boucle, puis ça avait fait couler beaucoup d'encre, puis Alexis l'avait raconté. Mais Karel Sab, on pensait qu'il était sur une bonne lancée. Les conditions étaient difficiles, mais à un moment donné, il y a un policier qui est venu le porter au fil d'arrivée, fil de départ, et Karel Sab était complètement mêlé, c'était égaré, était rendu dans un petit village. Le policier l'avait ramassé. Écoutez, il avait raconté avoir eu des discussions avec une poubelle. Ça vous donne une idée à quel point il était dans un état lamentable. Mais Karel Sab a remis ça cette année. Jamais 203, il est revenu à Barkley et il l'a complété. Écoutez, en 59h53 et des poussières, c'est moins de 7 minutes de la barrière horaire et c'est le slowest time ever, ils l'ont annoncé comme ça. C'est le temps le plus lent pour compléter la Barkley à 6 minutes 30 de la barrière horaire. Donc, très, très grande performance d'Aurélien Sanchez, John Kelly, Karel Sab. Aurélien, le premier Français à compléter la Barkley. Karel Sab, le premier Belge, bien sûr. Donc, vraiment impressionnant. On a vu Damien Hall, qui est un coureur bien connu dans le monde de la trail, qui s'est rendu sur la 5e boucle. Il n'a pas pu finir. C'était sa première tentative. Et une autre histoire qui est vraiment intéressante, c'est Jasmine Paris, une coureuse qui l'année passée a fait tourner beaucoup de tête parce qu'elle s'était rendue loin dans la course. Et là, cette année, elle est devenue la 2e femme de l'histoire de la Barkley à commencer la 4e boucle. La dernière femme qui avait fait ça, c'était en 2001. Donc là, 22 ans plus tard, Jasmine Paris s'est lancée sur cette 4e boucle-là, mais ça s'est pas fini dans les temps parce qu'il y a des temps chrono aussi, il y a des barrières horaires pour chaque boucle. Bref, s'il y a quelqu'un qui peut un jour être la première femme à terminer la Barkley, je pense que c'est Jasmine Paris. Très, très, très impressionnant. Changeons de registre maintenant parce que j'ai le goût de vous parler d'une course qui a eu lieu la fin de semaine dernière en Patagonie, donc la chaîne de montagne entre le Chili et l'Argentine, parce qu'on a eu 2 Québécois qui ont participé à la El Paso Austral Ultra Trail, une course assez brutale, assez technique, paraît-il, organisée. Donc, un des partenaires, c'est The North Face et on a 2 coureurs au Québec qui sont dans l'équipe de North Face. Anne Bouchard, que vous connaissez bien, je l'ai reçu à maintes reprises au podcast, et Marc-Antoine Foran, que j'ai aussi reçu. Donc, les deux se sont élancés sur cette course-là. Et quand j'ai vu le classement, c'était vraiment drôle à voir parce que sur le top 20, là, les 20 premiers finisseurs, Anne Bouchard, un petit drapeau canadien, Marc-Antoine Foran, un petit drapeau canadien, et tout le reste, ce sont des locaux, des Argentins, des Chiliens. Donc, il étaient les deux visiteurs, les 2 coureurs de l'extérieur qui sont arrivés là. Anne Bouchard l'a remporté. Marc-Antoine Foran est monté sur la 3e marche du podium, un parcours de 120 km et 3700 mètres de dénivelé positif, 4500, je crois, de négatif. Le ratio, faut pas s'y fier, hein? On dit souvent ça en trail, là, le ratio c'est bon, on peut checker le nombre de mètres de dénivelé par kilomètre, mais ça vaut pas grand chose, c'est le terrain, c'est là que ça se passe, et 120 km 3700 sur papier, bof, ça dépend des courses, c'est moins de dénivelé qu'Arikana qui est pas connu comme étant le 125 km avec le plus de dénivelé, mais après ça, ce qui se passe dans le sentier, c'est là que ça se passe, et dans ce cas-ci, je parlais un peu avec Marc-Antoine, paraît-il que c'était un parcours brutal, mais les 2 l'ont complété puis ont fait de très très belles performances. Donc félicitations Anne, félicitations Maf, vous êtes vraiment très hot. Avant de terminer puis avant de passer à la 2e portion de cet épisode, j'ai goût de en rafale lancer 2 bonnes nouvelles, 2 trucs cool que j'ai vu passer. D'abord, le Québec Mégatrail a acheté un nouveau parcours à son offre, donc on connaît bien le QMT 25 qui est là depuis très longtemps, mais là on rajoute le QMT 21, donc un parcours sensiblement pareil en termes de distance, mais ô combien différent en termes de parcours. QMT 21 va commencer avec la montée de l'Escarpé, donc ça c'est la montée hyper abrupte qui mène jusqu'au sommet du Mont-Sainte-Anne. C'était ce qu'on empruntait l'année passée d'ailleurs sur le QMT 110 et c'est toute qu'une montée, ça brûle dans les quads. La montée du QMT 25 est assez différente, je dirais pas que c'est courable du début à la fin, là, ça l'est pour ceux en avant du pack, mais c'est beaucoup plus doux comme montée, plus progressif, donc nouveau parcours vraiment intéressant, donc on arrive avec quelque chose qui est plus intense en termes de ratio de dénivelé par kilomètre, donc un bel ajout à l'offre déjà très complète du Québec Mégatrail. Et finalement, avant de passer à la dernière portion de l'épisode, j'aimerais envoyer un petit coup de chapeau à mes amis de Tout Trail, Marc-André Mariev, qui la semaine dernière ont atteint
le plateau des 100 épisodes. On a parti, pas sorti du bois tout trail, à peu près au même automne en 2020. Puis on a toujours été proche dans le développement de nos podcasts. Je sais ce que ça prend pour se rendre jusqu'à 100 épisodes. C'est beaucoup de temps, beaucoup de passion. Puis pas de doute que la passion est bien vive chez ces deux-là. Donc, félicitations Marc-André Marie-Ève, c'est vraiment très hâte. Bienvenue dans le Club des 100. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose. Mais maintenant, on est 2 podcasts de trail au Québec avec plus de 100 épisodes. Il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est beau à voir. Donc, félicitations mes amis. Vous le méritez. Tout le succès que vous avez, surtout toute la belle reconnaissance. Puis, vous faites clairement une belle différence dans notre communauté. Donc, félicitations la gang. Dernière partie. Vous le savez, Pas sorti du bois, c'est un podcast d'invités, de discussions, de jasettes. Puis c'est ma blonde qui m'a lancé l'idée quand j'y ai comme expliqué ce que je venais de pondre comme idée avec le café du vendredi. Elle m'a dit, pourquoi t'aurais pas un intervenant qui vient pas faire son tour chaque semaine, que ce soit un invité, un collaborateur, quelqu'un qui vient jaser de quelque chose, qui a un lien avec une nouveauté qui s'est faite dans la semaine, une annonce, une nouvelle. J'ai trouvé l'idée vraiment très bonne, donc je remercie Jenny, ma blonde, qui m'a donné cette idée-là. Et c'est exactement ce qui va se passer à chaque café du vendredi. En deuxième partie du court épisode, on aura quelqu'un. Et là, ça tombait sous le sens qu'avec ce qui a été annoncé cette année comme partenariat entre NAC et l'UTMB World Series, je voulais vraiment parler de ça. Je pense que ça fait partie des grandes nouvelles. C'est une nouvelle importante pour la communauté trail au Québec parce que c'est une compagnie qui a été fondée ici, qui est partie ici, qui maintenant va rayonner à l'international grâce à ce partenariat-là. Mais pour en parler, je rejoins William Valquer, qui est le cofondateur de NAC. Hey, j'étais avec William Valquer, le cofondateur de NAC. C'est un habitué du podcast parce qu'il est déjà venu l'automne dernier. Mais là, William, je ne pouvais pas lancer ce nouveau concept de mini-épisode-là sans mentionner la nouvelle, à mon sens, la plus importante pour une entreprise québécoise de trail. En tout cas, je ne sais pas si c'est trop intense de le dire comme ça, mais pour moi, c'est gros ce qui s'est passé cette semaine. Puis ça l'a fait jaser beaucoup. Puis je trouve ça important d'en parler avec le fondateur, quelqu'un qui a été dans ces discussions-là, qui pourra nous en parler, mais aussi parce que NAC est le partenaire du podcast depuis les tout débuts. C'était plus significatif pour moi de commencer un nouveau concept en parlant de toi et avec toi. Donc, bienvenue William, re-bienvenue. Trop cool, merci encore pour l'invitation qui, comme à chaque fois, part d'un petit texto qui arrive. Et puis après ça, on se retrouve derrière le micro à discuter. Mais en tout cas, ça me fait toujours très plaisir d'être là. Je disais en introduction que j'avais eu l'idée de ce nouveau concept-là du café du vendredi vraiment dernière minute. Je t'ai littéralement texté jeudi à midi, 15 minutes après que ma blonde et moi, on a brainstormé cette idée-là d'épisode court. Puis tu m'as répondu, OK, parfait, on le fait. Il est 16h, on est en train de l'enregistrer. Ça va être en ligne demain matin. On est. Écoute, ça c'est du gros improvisé à un peu n'importe comment, mais du broche à foin de luxe, comme dirait l'ami Jean-François Tappe. Pour le rappel, grosse annonce qui a eu lieu cette semaine. NAC fait des percées américaines, européennes depuis dans la dernière année, des percées importantes. Mais là, on a annoncé conjointement NAC et l'UTMB World Series, que NAC devenait le fournisseur nutritionnel officiel de toutes les courses du circuit UTMB World Series. Ouais. D'abord, félicitations, c'est énorme. Merci. Ça a été un gros process là, de notre côté, puis c'est un énorme partenariat, c'est évident. Et on ne pensait pas que ça allait arriver à ce moment-là, aussitôt, entre guillemets, dans notre... Oui, c'est ça, parce que tu sais, NAC, c'est à peine 7 ans, c'est une start-up, puis gros développement dans les dernières années. Mais là, on dirait qu'on vient de passer dans les ligues majeures, puis littéralement la ligue majeure, parce que pour rappel, ceux qui sont moins courants, le TMB World Series, c'est l'espèce de deuxième, la V2 de l'Ultra Trail World Tour, qui était à l'époque aussi organisée par l'organisation de l'UTMB, mais là, c'est vraiment une série de courses organisées. J'en parlais avec Mathieu Blanchard quand il est venu. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une série où il y a des courses partout dans le monde toute l'année, puis les gagnantes de certaines des courses vont pouvoir accéder à la grande finale, qui est en fait l'UTMB qu'on connaît très bien. On était là ensemble l'année passée. Là, vous ne devenez pas juste partenaire de l'UTMB, vous devenez le partenaire nutritionnel de toutes ces courses-là. De tous les événements, en fait. Puis c'était aussi une des conditions qui était importante pour eux, de pouvoir homogénéiser un petit peu toute l'expérience, tu vois, à travers tous les coureurs partout à travers le monde. Puis la genèse de ce projet-là, c'est qu'à la base, tu as l'UTMB qui était devenu en fait un petit peu la finale de toutes les courses de trail avec le plus haut niveau, le plus gros plateau d'athlètes qu'on pouvait retrouver dans le monde. Et en fait, ils ont juste professionnalisé un petit peu tout l'accès en fait à cette finale-là en créant un circuit autour avec des courses classiques, des majors, et puis des courses intermédiaires. Et en fait, ils ont
et finalement la finale à Chamonix. Et à la base, en fait, nous, de notre côté, on réfléchissait toujours, tu sais, on est assez ambitieux, je te dirais, chez NAC, et on réfléchissait à c'est quoi, tu sais, les prochaines étapes, c'est quoi les plus gros partenariats qu'on peut aller créer, et comment on peut aller essayer de s'imposer comme le leader, en fait, dans la nutrition sportive, dans notre domaine qui est assez spécifique, qui est l'ultra. Et en fait, on s'est dit, ben, il faut à un moment donné, dans les 3, 4 prochaines années, qu'on devienne partenaire en fait, au moins d'une course de l'UTMB et tout ça. Et puis par les relations qu'on a pu bâtir en se déplaçant sur les différents événements de l'UTMB l'année dernière, surtout celui à Chamonix, ben, on a créé des relations. Et puis ben, j'ai simplement approché ces personnes-là en leur disant que on était intéressé à discuter pour les prochaines années. Et en fait ben, tout s'est vraiment accéléré quand on a compris exactement ce qu'ils cherchaient, quand on a compris à quel point en fait pour eux le partenariat de nutrition, en fait, était essentiel. Enfin, je veux dire, c'est un élément de succès qui est hyper important dans un ultra. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as 85% des raisons d'abandon, en fait, qui sont liées à des problèmes gastro-intestinaux sur tous les événements d'ultra. Donc, pour eux, en fait, c'était vraiment un élément clé. Et quand on leur a présenté en fait la marque avec la vision de la marque, que ce soit sur notre vision en fait de la performance sur l'ultra et la performance des produits, mais encore nos valeurs en fait environnementales, bah, Mhm. ça les a énormément touchés et ils se sont dit mais c'est le partenaire en fait idéal pour nous. Et effectivement parce que c'est notre axe de développement qui est très spécifique, mais il n'y a pas vraiment d'autres entreprises aujourd'hui dans la nutrition sportive qui compétitionnent avec nous et qui ont cette lignée vraiment très, très précise. Donc, le partenariat, il est venu vraiment de manière très, très naturelle au final, parce que c'était la rencontre de deux besoins, en fait, et de deux valeurs qui étaient assez importantes. Et pour nous, de créer ce partenariat-là, ça nous permet aussi d'avoir, entre guillemets, un petit peu la main sur les pratiques des événements en termes, tu vois, d'empreinte écologique. Et on a quand même une forte vision sur ce qu'on est capable d'apporter et puis sur ce qu'on aimerait voir dans les prochaines années, en fait, sur les événements. Et créer cette influence, en fait, aujourd'hui, avec le leader des événements dans le monde pour tout ce qui est trail running. Et après ça, le répliquer, en fait, un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est l'occasion de tester des choses et de mettre des choses en place pour ben, bousculer un petit peu la manière dont aujourd'hui certains événements peuvent être gérés sur la partie gestion des déchets, gestion en fait de l'emballage et tout ça. Donc, on va essayer de beaucoup se questionner aussi là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans les prochaines années, quoi. Ah, c'est le fun de voir que vos valeurs sont respectées aussi là-dedans, dans le sens où on arrive dans les événements, on est partenaire des événements, on va pouvoir imposer, je mets des guillemets, là, c'est pas le terme exact, mais pouvoir inspirer à aller dans des solutions qui sont beaucoup plus éco-responsables parce qu'on sait que c'est dans vos valeurs, c'est dans celles de l'UTMB qui en font la promotion aussi. Donc là, ça veut dire que les athlètes qui vont faire des courses de l'UTMB World Series, que ce soit la Speed Goat aux États-Unis ou les courses qu'ils ont maintenant en Thaïlande, en Europe, peu importe où dans le monde, il va y avoir du NAC dans les ravitaux. C'est complètement Ouais. fou quand même. Est-ce que ça donne un peu le vertige? Je le disais tantôt, vous avez fait des percées. Ben, d'abord, vous êtes développé au Canada, au Québec, des percées aux États-Unis, des percées en France, le marché européen. Mais là, j'ai l'impression qu'on vient de passer, c'est exponentiel parce que là, notre entreprise québécoise qu'on est fier de voir se développer depuis plusieurs années, bang, c'est rendu worldwide. Ouais, non, enfin, c'est hallucinant en fait. Puis nous, on le vit un petit peu différemment parce que nous, ça a été un process qui a duré quand même pendant plusieurs mois de discussion, de négociation, de penser en fait à tous les détails. Donc, en fait, le moment où on l'a annoncé, ben, c'est sûr qu'il y avait quand même une grosse excitation. Puis on a essayé de le célébrer autant que possible. Mais on s'est préparé à tout ça. Mais c'est vrai que quand on a commencé à avoir l'idée, ça nous paraissait être un projet qui était tellement big qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on peut vraiment se lancer là-dedans ou est-ce qu'on est fou, est-ce qu'on n'est pas fou, quoi? Donc, on a essayé vraiment de prendre beaucoup de conseils, en fait, un petit peu autour de nous pour savoir si on avait les reins assez solides aussi pour pouvoir aller amener cette expérience-là. Parce que quand on se lance dans un partenariat, bah, c'est bien beau d'avoir le partenariat, mais l'ambition après, c'est de vraiment bien l'exécuter, bien le réussir, donner une bonne expérience à tout le monde. Et c'est fou de se dire que nos produits vont être sur genre, chacune des stations de ravitaillement de tous les événements du TMB partout dans le monde. Donc ça, c'est assez hallucinant, quoi. Ouais, je pense que les gens réalisaient-le. Tu sais, moi, je t'invite pas en tant que William, fondateur de NAC, qui est aussi le partenaire du podcast. Je t'invite en tant que fan de notre communauté trail, puis de voir une compagnie québécoise ancrée ici, qui s'est développée ici, qui est rendue
le fournisseur officiel de la plus grande série de courses de trail au monde, dont la plus grande course de trail en termes de compétition qui est l'UTMB. C'est vraiment, vraiment important, je pense, pour notre sport. Puis, je vais vraiment prendre le temps de te féliciter, toi, William, Mine, Jérémy, toute l'équipe, Grégoire, parce que quand vous étiez venu au podcast, Mine et toi, je pense que c'était à l'automne dernier, vous nous aviez dit, il y a des grosses affaires qui se trament pour 2023 et tout. On est à peine au mois de mars et bang, une première gigantesque annonce a lieu. Donc, c'est vraiment très cool. Puis, je tenais dans ce premier café du vendredi, qui va être des petites revues de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans le trail, autant d'un point de vue compétition qu'au point de vue justement annonce et tout, de pouvoir en parler. C'était important que vous soyez là, qu'on en parle. Fait que William, félicitations. C'est vraiment très hâte de vous voir aller. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci à toute la communauté. Et à tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept du Café du vendredi. On essaie quelque chose. C'est un projet de congé de paternité. Je le disais en ouverture, ça permet d'être beaucoup moins impactant en termes de temps, mais de garder un lien avec vous autres parce que je vous aime, la communauté trail. J'aime les auditeurs, les auditrices de Pas sorti du bois. J'aime ça, connecter avec vous. Puis là, je suivais la Barclay. J'étais comme, OK, faut que je fasse quelque chose plus que des stories. Il faut que j'en parle. Puis c'est comme ça que ce concept est né. Fait que merci William, puis à tout le monde, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour un deuxième café du vendredi. Si vous avez aimé ça, partagez-le sur les médias sociaux. Ça va me faire plaisir de repartager, puis on va pouvoir promouvoir ces bonnes nouvelles-là, autant ce qui s'est passé à la Barclay au Tennessee que cette grande annonce de NAC. Merci Will. Ciao, bye. Bye tout le monde.